sources pour reconstituer ces différents mondes archéologiques? 100 000 photographies. Sans la photo, je ne crois pas que j'aurais fait des BD intéressantes. Puis j'ai beaucoup de petites librairies, bibliothèques chez moi, une quinzaine de grands rayonnages. Et puis j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je suis un peu contre les musées que j'ai eu la chance pourtant de visiter dans les cryptes secrètes en étant invité à tous les festivals littéraires de votre beau pays, la France. Surtout à l'époque, c'était l'époque de Mitterrand. Par contre, pour la cathédrale, par exemple. Le livre. Pour la cathédrale à Strasbourg. Oui, donc là j'ai passé 15 jours à Strasbourg, à me balader jusque dans la lanterne de ce gréement d'Alsace qui s'épluche l'hiver comme les pommes de terre et qui le dure l'été. J'ai même taillé quelques gargouilles sur un chantier avec des artisans du coin pour voir comment les artisans du Moyen-Âge faisaient. Et puis je suis devenu ami avec Georges Fossel, qui était le directeur des archives de Strasbourg archéologiques, qui m'a fourni beaucoup de documents. J'avais des plans de Strasbourg qui changeaient tous les 20 ans, depuis le début du Moyen-Âge. Alors, nous devons faire, nous auteurs de BD historiques didactiques, des synthèses entre tous nos documents. Si on avait un plan, on ne garde plus que 3-4, les meilleurs pour que ça reste crédible, lisible ou compréhensible. Et la recherche est très intéressante. C'est 80% du boulot en bande dessinée historique, la recherche. Mais on n'a pas la rigueur scientifique d'un véritable archéologue. C'est la création plus que la reconstitution. Un peu des deux. Que dire encore? Justement, c'est par rapport à ce que vous pouvez témoigner par rapport à la collaboration avec Jacques Martin. Est-ce qu'il a essayé de vous inculquer certaines règles? Comment ça s'est passé quand vous avez commencé à travailler avec lui? Parce qu'il était très rigoureux, il avait une exigence très forte par rapport quand même aux sources archéologiques ou historiques, comme on peut le voir là. Et en même temps, il était isolé. Est-ce qu'il avait cette envie de collaborer aussi avec des archéologues ou des historiens, comme c'est un peu plus facile à notre époque? Et à son époque, est-ce qu'il y avait cette envie-là? Est-ce que vous l'avez vu travailler dans ce sens? On se voyait une ou deux fois pendant des grands après-midi par semaine, ou alors on allait dédicacer en France, aux quatre coins, un peu partout ensemble. Alors on était côte à côte à dédicacer, à parler à nos lecteurs. Mais pour la collaboration, techniquement, il ne m'a jamais critiqué mes fiches de personnages, il était toujours content. Pour les règles de perspective, moi je les trouve extrêmement simples. Il n'y a pas de je ne vois pas ce qui est difficile. Il faut choisir la ligne d'horizon dans une case plus ou moins haute, pour les travelling en plongée ou en contre-plongée, comme au cinéma, mettre 2 points de fuite à 5 fois la diagonale des 2 points de fuite pour une case sur la ligne d'horizon, et tracer tout un rayonnement à chaque point de fuite, puis des parallèles et des horizontales, et puis on plante le décor, et les personnages viennent après, tout ça au crayon, bien avant la mise à l'encre, et en ayant régler le problème des phylactères pour le lettrage dans la case. Donc on commence par les phylactères, par le lettrage, après bien sûr que le texte ne bougera plus jamais, qu'il est inoxydable, inaltérable et acquis par les deux auteurs, par le scénariste et l'escripteur. Puis alors, pour le crayonner, donc on choisit, donc, comme je disais, dans les storyboards qui sont comme au cinéma, de toutes petites planches en quarto, 4 fois plus petites que les planches originales, au crayon, et puis il y a le problème de la perspective, du décor, bien avant qu'on plante les personnages au milieu du décor, et puis voilà. Mais alors, lui il me faisait des petites mises en page avec ce scénario, ce que ne font pas tous les scénaristes de bande dessinée. Et donc, et par exemple, pour Kéops ou même pour Alix, avez-vous travaillé avec des archéologues? Quel a été pour reconstituer, par exemple, tout ce que l'on voit, que ce soit des bateaux? Moi, je n'ai fait que survoler l'Égypte en avion, mais je n'ai pas fait je n'ai jamais frayé avec des égyptologues. Je ne connais pas Christian Jacques ni d'autres, mais je me suis servi d'une bibliothèque absolument formidable, des tonnes et des tonnes
de bouquins. C'est un très grand problème, la documentation. Parce que comme un dessinateur de BD dessine dans une petite capsule spatiale sur 1 ou 2 mètres cubes, ce qu'il faut, c'est disposer tout autour de nous les documents photographiques les plus utiles et les plus urgents. Pour qu'on ait le courage de se lever, pour aller chercher le 343e bouquin dans la 258e étagère. Ça, c'est un très grand problème. Il faut qu'on ait le courage de se lever à chaque instant quand on n'a pas exactement les documents qu'on veut sous la main. Donc, dans notre petite capsule spatiale de rêve, où on se concentre dans notre création, qui est très organisée. On est très, très, très organisé. Donc la recherche, la réflexion, prennent de loin le pas sur le dessin. Et quant à l'écriture du scénario, c'est assez rapide aussi. Enfin, moi, je n'ai scénarisé que Mes ailes de lumière, une collection de science-fiction, vu que j'ai des rapports avec des extraterrestres depuis toujours, authentiques, donc qui viennent des étoiles et que je rencontre de temps en temps. Avec ou sans cosmonaute à côté de moi, mon épouse Corinne a été témoin dernièrement de ces histoires étranges. C'est pour ça que j'avais lancé une collection de science-fiction à cause de mes accointances avec mes intelligences extraterrestres. Bon, d'accord. Puis alors, sinon, j'ai repris une petite collection de Giovanni, qui est un gène plus poétique que ce que je faisais avec Martin, un peu plus fou, mais et un peu postérieur. Donc, une trilogie, 3 albums. Et puis, donc là, je suis devenu scénariste, ce qui est une de mes passions principales. J'aime autant écrire, même presque plus écrire que dessiner, mais je suis frustré d'écriture parce que j'écris pas beaucoup, j'écris les chroniques de Gênes, etc. Si je n'avais pas pu dessiner, si j'avais eu personnellement une caméra au point, je crois que je serais devenu metteur en scène du cinéma. Je vois tout. Comme les yogis hindous, moi j'ai une tendance naturelle à confondre le rêve et la réalité. Par exemple, pour moi, la réalité n'a pas plus d'importance qu'un rêve, et le rêve a une vraie réalité. J'ai réussi depuis toujours, j'ai toujours vécu avec une fusion entre ces 2 dimensions, à égalité. Comme les yogis hindous, c'est incroyable, c'est comme ça. Je n'ai jamais eu besoin d'argent. Comme je suis un peu magicien, j'arrive sans être du tout escroc ni malhonnête, parce que j'ai horreur du mensonge personnellement. J'arrive à déclencher des miracles. Je pense qu'il ne faut pas douter de rien dans la vie. Il faut croire à nos rêves, il faut croire. Un chercheur, un sportif, un aventurier, un artiste doivent croire à ce qu'ils veulent faire. Sinon, ils n'ont plus de chance d'arriver. C'est pas possible. Il faut absolument croire. Or, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans les universités occidentales, d'après ce que j'ai compris. On parle en psychanalyse de transgression, de scepticisme, de doute du doute. Mais je me demande bien ce que c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est intéressant de douter? Comment on veut voir arriver à quelque chose d'extraordinaire? Mais évidemment, ça dépend des parents qu'on a. Les parents normaux, petits bourgeois, comme nous sommes tous, moi y compris, ne vont pas dire à leur enfant qui veut devenir pilote de course, champion de football, champion de tennis, arrête mon petit, ne fais pas ça, tu n'as qu'une chance sur 100 000 d'arriver à gagner ta vie avec ça, tu ne pourras pas nourrir tes enfants si tu te maries à 20 ans, etc. À moins d'être homosexuel, évidemment là, tu gagnes 10 ans, hein, si tu... Bon, enfin bref, c'est un autre problème. Mais ils ont raison, ces parents, ils auraient raison. Donc en fait, si on ne croit pas à la réincarnation, ou on n'a pas une spiritualité profonde et naturelle, on pourrait se demander pourquoi on vit, parce que la vie est tellement courte. Alors il n'y a plus que 2 solutions, comme Confucius ou Lao Tzu, ou bien devenir la pire des crapules, devenir un saint. Avoir une compassion naturelle pour son prochain, ou alors devenir Al Capone, tant qu'à faire. C'est l'un ou l'autre, vu la brièveté de la vie. On va juste faire on va lancer le film sur les voyages d'Alix pour qu'on vous présente aussi une partie donc, de l'œuvre de Jacques Martin qui est portée justement vers l'archéologie. Et donc Stéphane va vous faire une petite présentation dessus. Donc là, si tu peux lancer le... Voilà.